Alors, me revoilà donc au sujet de l'hépatite auto-immune. Donc, on passe au traitement que j'ai eu, que je connais. Bien sûr, je peux tout à fait me tromper. Je n'ai pas précisé, je n'ai pas fait ce petit disclaimer dans mes vidéos, mais je peux me tromper. Et donc, si vous souhaitez vraiment plus d'informations, n'hésitez pas à consulter un médecin vraiment qui saura mieux vous décrire avec peut-être les bons termes. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens et ce que je sais de ma pathologie, de mes traitements. Je pense que j'ai eu un peu tous les traitements possibles, d'ailleurs. Le traitement de première intention, quand on a une hépatite auto-immune, j'ai entendu que des personnes sur d'autres vidéos parlaient donc de la corticothérapie, cortisone, corticoïdes, etc. Comme étant un traitement ayant pour but de baisser l'immunité. Eh bien, c'est faux. Le traitement par corticothérapie sert surtout à diminuer l'inflammation, réduire l'inflammation, contenir l'inflammation galopante qu'on trouve généralement dans l'hépatite auto-immune. Et vraiment, les corticoïdes sont les traitements les plus efficaces pour réduire l'inflammation, avec malheureusement leur lot d'effets secondaires terribles et horribles. Et vraiment, c'est le médicament que je déteste le plus, je crois, au monde, c'est la cortisone. Mais il faut bien reconnaître que eh bien, la cortisone sauve des vies. Voilà. Donc j'ai eu ce traitement en 2001 jusqu'en 2004 de mémoire. Donc j'ai eu quand même 3 ans de corticothérapie assez élevée. J'ai énormément gonflé. J'ai eu vraiment tous les symptômes qu'on peut avoir avec la cortisone, quoi. J'ai gonflé, j'ai grossi, j'avais tout le temps faim. J'ai les poils qui ont poussé parce que ce sont corticostéroïdes. Hein. Ce sont des stéroïdes. Vraiment, j'étais devenue méconnaissable. Quels autres effets secondaires les insomnies, alors ça a été beaucoup plus présent et prégnant. Des fois, je parle en anglais pregnant. Non, pas pregnant, ça c'est enceinte. Mais beaucoup plus prégnant, en fait, des symptômes que je supportais beaucoup moins bien en 2019 quand j'en ai eu à nouveau. Mais voilà. Corticoïdes, c'est pour baisser l'inflammation. Un des effets secondaires des corticoïdes, c'est en effet la baisse de l'immunité, ce qui est plutôt cool, entre guillemets, quand on a une maladie auto-immune et qu'on veut ensuite réguler le système immunitaire pour qu'il y ait moins d'inflammation et que le système immunitaire arrête d'attaquer les propres cellules du corps. Mais vraiment, l'intention première des corticoïdes, ce n'est pas baisser l'immunité. La baisse d'immunité est un effet secondaire. Donc les corticoïdes, c'est traitement de première intention pour les maladies inflammatoires. Ça dépend. Il y a des maladies inflammatoires, auto-inflammatoires, qui sont traitées par anti-inflammatoires. Ce n'est pas du tout conseillé si votre hépatite a atteint le stade de cirrhose. Hein. C'est vraiment une contre-indication, je crois, formelle à la prise d'anti-inflammatoires. Si j'avais une autre pathologie demain en auto-inflammatoire, je pense que je ne pourrais pas prendre d'anti-inflammatoire classique. Voilà, donc corticoïdes en première intention. Ensuite, généralement, on prend des doses assez élevées au départ, et puis on diminue progressivement pour introduire des traitements plus à visée immunosuppressive, donc pour baisser la qualité du système immunitaire, clairement. Généralement, ce qui est donné dans l'hépatite auto-immune, c'est l'azatioprine. Donc ça, c'est le nom de la molécule, plus connue sous le nom commercial d'Immurel. L'Immurel que j'ai eu pendant, je ne sais plus très précisément, mais pendant 2-3 ans, et j'ai ensuite très mal supporté ce traitement. Il faut savoir qu'un des effets secondaires, du coup, c'est la suppression du système immunitaire, mais un peu trop forte. Et pour le coup, je me suis retrouvée vraiment en aplasie
C'est-à-dire je n'avais plus du tout de système immunitaire. J'ai été en chambre stérile pendant 2 ou 3 semaines à l'Hôtel-Dieu à Paris. C'était pas une période cool parce que j'avais commencé des études à la fac et en fait, c'était compliqué. Je me souviens en fait d'un de mes symptômes alors que je passais des oraux à la fac, j'avais de la fièvre en fait. Et tout symptôme de fièvre lors de prise de traitement type Immurel, en fait, il faut vraiment consulter. Voilà. La fièvre n'est pas anodine chez un patient dont l'immunité peut être supprimée. Donc il y a du suivi normalement au long cours, on vérifie régulièrement comment les patients, et moi je vérifie régulièrement comment je supporte un traitement, mais c'est pas parce qu'on supporte un traitement pendant 1 an ou 2 ans qu'on va le supporter toute la vie. C'est comme les couples, ça dure pas toujours toute la vie. Voilà, des fois ça marche pendant 1 an ou 2 et après, voilà. J'ai dû me séparer de l'Immurel. Ayant fait donc une aplasie, j'ai fait une réactivation de CMV cytomégalovirus sous Immurel et également, je sais plus si c'était sous Purinétol ou sous Immurel, de Zona. Voilà, donc ce sont pas des médicaments anodins, il faut vraiment trouver le bon dosage pour le patient. En même temps qu'on diminue en fait les corticoïdes, il faut introduire les immunosuppresseurs et jongler. Au début, c'est un peu... chaque patient est différent, ça peut venir peut-être aussi du poids par exemple, je sais pas, peut-être qu'il faut des doses parfois plus fortes pour les patients qui sont plus lourds, je ne sais pas, en tout cas je n'avais aucun problème de poids à part à cause des corticoïdes à l'époque. Donc ayant mal supporté l'Immurel, je suis passée au Purinétol, qui pour le coup n'est pas un traitement très courant dans l'hépatite auto-immune. C'est pareil, je ne connais personne de traité par Purinétol pour l'hépatite auto-immune. Sur les forums ou les groupes de soutien et d'entraide, en général, les gens sont traités par azatioprine ou Immurel, autrement appelé Immurel. Le Purinétol, la molécule, c'est la 6-mercaptopurine. Je vous laisserai regarder. C'est pareil, ce n'est pas l'intention première de ce médicament. Ce médicament est à la base un médicament utilisé en tant que chimiothérapie, en fait, dans les traitements de certains cancers du sang. Et oui, dans certaines leucémies. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un traitement qui est plus du tout utilisé, mais je peux me tromper. Les traitements ont tellement évolué dans les leucémies, les cancers du sang, que, à mon avis, sont des traitements un peu archaïques pour les maladies du sang. Mais malheureusement, dans les maladies type hépatite auto-immune, qui sont des maladies rares, en fait, il y a assez peu de recherches et les traitements n'ont pas du tout évolué depuis, je sais pas, enfin moi, depuis 25 ans, en tout cas, ça n'a pas évolué. Et depuis, à mon avis, 30, 40, voire peut-être 50 ans, ça n'a pas évolué. Donc, je croise les doigts pour qu'un jour, il y ait plus de recherches, en fait, sur ces maladies-là. Parce que vraiment, déjà, les corticoïdes, les effets secondaires, c'est juste dingue, en fait. Moi, je suis devenue ultra sensible à tout ce que je mange, à tout ce que je bois, à tout, en fait. Et vraiment, la cortisone, mais c'est vraiment le traitement, c'est vital, oui, mais voilà. J'espère vraiment ne jamais plus avoir à prendre de cortisone, pardon. Sauf si greffe du foie, ouais, du coup je serais bien obligée, mais ça me saoule de fou. C'est vraiment un traitement que j'aime pas du tout, quoi. Donc j'ai eu du Purinétol pendant 15 ans à peu près, que je supportais plus ou moins bien. J'étais souvent malade avec ce traitement. J'avais souvent des sinusites, des rhinites, des angines, des rhinopharyngites et plein de trucs qui commencent par it, n'est-ce pas? Tout ce qui est un peu inflammatoire. Pas auto-inflammatoire, mais inflammatoire autre dû à des maladies, quoi. Des virus, Donc ça a été mon lot quotidien pendant 15 ans, et puis ça m'a donné beaucoup de verrues aussi, donc ça paraît pas, mais les verrues c'est vraiment très disgracieux, et j'en avais par plaques en fait sous les pieds, donc même pas possible de traiter avec des traitements par cryothérapie ou autre, J'avais des plaques de verrues sous les pieds, des plaques douloureuses en plus,
qui sont tombés quand j'ai arrêté mon traitement. Ne faites jamais, don't do this at home, hein, comme dirait l'autre. Ne faites jamais ça chez vous. N'arrêtez pas votre traitement. Mais moi, j'avoue, j'avais eu une rupture de suivi, une rupture de traitement. Et honnêtement, c'est fou. En 2-3 semaines, donc c'est pour dire si mon système immunitaire est costaud. En 2-3 semaines, toutes mes verrues étaient tombées. Mais comme ça. Hein. J'avais fait une expérimentation, en gros. Toutes mes verrues étaient tombées. Non, c'est pas drôle. Toutes mes verrues étaient tombées, mais ça voulait dire que mon système immunitaire reprenait de plus belle, en fait. Et donc, je me mettais gravement en danger, mais je n'avais pas du tout conscience de ça. La seule chose que je voyais, c'était « Oh mon Dieu, je n'ai plus de verrues, je peux me balader pieds nus, je peux marcher sans avoir mal, je peux montrer mes pieds sans avoir honte. » Enfin, vraiment, c'était... je peux me faire masser les pieds, vous voyez. J'étais tellement contente. Voilà. Je n'ai jamais pu me faire masser les pieds parce que verrues, quoi. Moi, il y a aucun masseur qui accepte de masser des pieds qui ont des verrues. Hein. Demandez autour de vous, mais honnêtement, alors que la plupart du temps, si vous n'avez pas de problème d'immunité, ça va pas spécialement être contagieux. Hein. Si vous vivez avec quelqu'un qui a une hépatite auto-immune et qui a des verrues parce que traitement qui baisse l'immunité, sachez que j'ai vécu avec quelqu'un pendant presque 15 ans, il n'a jamais attrapé une seule verrue. On se douchait dans la même baignoire, voilà quoi. Je pense que c'est vraiment une question de sensibilité personnelle et de système immunitaire, clairement. On continue donc purinétol pendant 15 ans, verrues, sinusite, pharyngite, etc. J'ai eu une rupture de suivi durant, je dirais peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'avais quand même un médecin traitant qui me hurlait dessus pour que je reprenne mon traitement, n'est-ce pas ? Avec le recul, je sais très bien que mon médecin voulait juste mon bien et voulait que je prenne ce traitement et ne comprenait pas pourquoi je ne prenais pas ce traitement. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne prenais pas ce traitement. En fait, c'est pour ça qu'il faut interroger en fait les patients quand un patient ne prend plus son traitement, c'est quelle est la représentation du traitement derrière, quelle est la peur, quel est le problème en fait. Voilà. Et on m'aurait juste demandé, peut-être que j'aurais repris mon traitement. Mais comme mon médecin me hurlait dessus, j'avoue, un jour je me suis levée, je suis partie en fait, et j'ai dit je suis pas ici pour me faire hurler dessus. J'étais à un stade plus avancé de la maladie, mais vraiment c'était terrible quoi en fait. Donc on voit que forcer les patients à prendre des traitements, ce n'est pas du tout efficace. Ça aura l'effet totalement inverse. Donc moi, en ami, je vous dis de bien prendre votre traitement. Maintenant, je ne vous connais pas personnellement. Voici Miss Utopie. Maintenant, après nous avons Utopie. Oui, bonjour. Oui, arrêtez de vous frotter à mes affaires. Donc, j'ai eu une rupture donc dans mon suivi suite à un déménagement d'une part. De deux, ma mère est décédée en fait d'un cancer et vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait une association négative de mon traitement. C'est que ma mère, pour son traitement, donc, elle a eu une greffe de moelle osseuse. Elle avait un traitement par immunosuppresseur et de la cortisone. Et là, c'était à visée suppressive du système immunitaire. Le but, c'était qu'elle soit en aplasie pour que la greffe prenne, pour qu'elle guérisse de son cancer. Sauf que moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est le traitement est dangereux, il faut que j'arrête ce traitement-là, je peux mourir, alors que, en fait, bien sûr qu'il peut y avoir des risques de maladies opportunistes, mais normalement, quand le traitement est contrôlé et comme si vous avez une hépatite auto-immune, vous êtes contrôlé, vous êtes suivi, et je vous conseille de l'être si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas être en aplasie normalement comme un patient qui a un cancer et qui vient de subir une greffe, d'accord ? Donc j'avais vraiment associé immunosuppresseur et corticoïdes à quelque chose de potentiellement mortel. Voilà. Ma mère ne s'est pas remis de son cancer, je vais pas m'étaler sur les détails, mais vraiment j'ai associé ces traitements-là au décès de ma mère, en fait. Je me suis dit, ce sont ces traitements-là qui ont été responsables du décès de ma mère, donc moi je dois arrêter ces traitements-là. Et bien sûr, c'était totalement faux. J'ai gravement mis ma vie en danger en arrêtant ces traitements. Donc, il y a eu ça. Il y a eu que dans la foulée, j'ai perdu aussi mon père, d'autres choses. Et en fait, voilà, ça a été un cumul de beaucoup d'événements familiaux. J'ai aussi
vécu une séparation pendant ce temps-là. Donc je prenais beaucoup moins soin de moi, il y avait de la dépression probablement, j'étais très mal entourée, j'avais un entourage très malveillant et très malveillant vis-à-vis de ma pathologie. Voilà, des gens pas du tout empathiques parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils ne vivaient pas la même chose, mais quand même quoi. J'ai vraiment eu affaire à des gens vraiment pas bien et c'est un peu jugeant ce que je dis, mais voilà. Donc je me suis bien sûr éloignée de ces gens-là aujourd'hui pour vraiment prendre soin de moi et me dire que je mérite d'être soignée et que je mérite d'être sur Terre et que tout ça. Mais je vous assure que j'en étais vraiment à me dire presque il y avait ce double discours en moi, hein, je l'avoue, de ce traitement est dangereux et en même temps à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aurais dû reprendre ce traitement et que je le prenais pas. Mais quand vous n'avez pas le soutien des gens, c'est très difficile en fait. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui ont une hépatite auto-immune, je vous en prie, soutenez-les quoi. C'est sûr, vous savez pas ce que ces gens vivent, mais soutenez-les. Enfin, vous vous rendez pas compte de ce que ça peut être à vivre au quotidien. Logiquement, quand cette maladie est bien traitée, bien prise en charge, il n'y a pas trop d'effets secondaires, on vit plutôt bien avec et on s'en accommode. Mais il peut y avoir des moments plus difficiles que d'autres, des moments où on se dit pourquoi moi, pourquoi je suis malade, pourquoi cette injustice, voilà. Et il y avait aussi dans mon parcours de patiente le fait que j'ai été totalement niée en fait par mon père. Bien heureusement, ma mère s'était occupée de moi quand j'étais adolescente, m'emmenait chez le médecin, etc. Ce qui fait que d'autant plus, j'étais très triste quand elle est décédée parce que c'était la seule personne qui me soutenait et qui me comprenait. Voilà. Mais j'avais été tellement niée dans ma pathologie par mon père, c'est-à-dire que mon père a toujours nié que j'étais malade. Voilà. Quand on lui parlait déjà du cancer de ma mère, il disait « Mais de quoi tu parles ? Mais de quel cancer ? Mais quoi ? Quelle maladie ?» Voilà. Donc en fait, mon père, c'était ça. Il était totalement dans un déni mais pathologique, de ma pathologie, en fait. Donc forcément, comment vous voulez prendre soin de vous quand vous êtes nié par vos propres parents ? J'essaye de ne pas juger aujourd'hui parce que lui-même a vécu des choses enfant et voilà, il a aussi été plus que nié par son père, vraiment abandonné. Donc il y avait une forme d'abandon aussi de la part de mon père, mais voilà. On va pas rentrer dans les dans les détails psychologiques de la famille, mais en tout cas c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui je ressens ce besoin de parler de cette pathologie, le besoin d'informer les autres, et puis parce que je n'ai plus envie d'être niée. Même mon médecin à l'époque qui m'a suivi pendant 15 ans, me disait de ne surtout en parler à personne, de ne pas en parler au travail, que j'allais être jugée, que je ne serais pas embauchée, etc. C'est terrible. C'est terrible d'être nié dans sa personnalité, d'être nié dans sa personne, même si la maladie n'est pas moi. Cette maladie fait quand même partie de moi, ça fait 25 ans que je vis avec, donc voilà quoi. Aujourd'hui je peux plus, je ne peux plus me nier quoi. J'ai besoin de prendre soin de moi, voilà. En plus que j'ai des enfants, donc doublement, ils ont aussi besoin de moi. Donc voilà, pour les traitements. Depuis donc 2019, j'ai eu à nouveau un autre suivi. Donc malheureusement, ma situation s'était aggravée quand j'ai été reprise en charge par un hôpital public. On m'a découvert que mon hépatite avait atteint le stade de cirrhose décompensée. J'ai même été en attente de greffe à un moment donné. Je dirais que j'étais totalement en encéphalopathie hépatique, qui est donc un désordre un peu mental dû à un dysfonctionnement du foie. C'est-à-dire que quand le foie dysfonctionne de trop, les toxines produites par le corps, notamment quand vous mangez des protéines par exemple, vont s'accumuler dans le corps et vont passer au niveau du cerveau. Moi j'ai total déliré, donc je me souviens qu'à l'hôpital on m'a dit que j'avais pas d'encéphalopathie. Moi avec le recul, je peux vous dire que j'étais pas du tout connectée à la réalité, que j'ai clairement déliré à l'époque et que j'ai vécu des choses et j'ai entendu des choses qui n'étaient pas réelles. Et c'était vraiment dû à la cirrhose qui décompensait et au fait que
J'étais probablement à 2 doigts de mourir en fait à certains moments. Il y a eu énormément de fautes de la part de médecins. Alors je parle pas du tout de l'hôpital qui m'a prise en charge ensuite quand j'ai été en attente de greffe, etc. Je parle d'un hôpital de campagne où je suis allée et qui donc ne m'a pas prise en charge alors que je venais, et j'ai parlé du fait que je délirais et que j'entendais des voix et que j'entendais des choses qui n'existaient pas. Et à l'époque, on m'a dit « Madame, vous êtes fatiguée, rentrez chez vous ». Alors que ces gens savaient dans mon dossier médical que j'avais une hépatite auto-immune et que je n'avais plus de suivi et probablement donc plus de médicaments. Et il me semble en psychiatrie que la première chose qu'on vérifie, c'est est-ce que le patient n'a pas une autre cause réelle, physique et je sais pas si on dit physiologique, d'avoir du délire en fait. Hein, ça peut être des toxiques, ça peut être des médicaments, des je sais pas quoi, une drogue ou voilà. Et cette personne n'a absolument rien vérifié, m'a laissé repartir chez moi comme ça. Je suis restée comme ça pendant des mois et croyez-moi, je priais. Je me disais juste, je vais mourir en fait et je ne saurais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'arrive et je ne savais en plus absolument pas que une hépatite qui arrive au stade de cirrhose et une cirrhose décompensée avec vraiment, je pense que j'étais vraiment dans un cas très critique. Hein. Il y a des fois, je n'arrivais pas à me réveiller le matin, donc j'étais à 2 doigts de tomber dans le coma. Jamais personne ne m'avait parlé de ça. Bien sûr, on ne parle pas de ça quand les gens ont juste une hépatite sans cirrhose. Néanmoins, c'est pour ça que c'est important de bien prendre son traitement. C'est pour pas que l'hépatite finisse en cirrhose et que ça finisse en cirrhose décompensée, en encéphalopathie hépatique, etc. Vraiment, je ne savais plus quel jour on était. Je me souviens que j'ai raté plusieurs fois le réveil le matin. Je n'entendais pas le réveil, en fait. J'étais tellement dans un état presque de coma, vraiment, je vous assure, dans un état de sommeil profond, que mon réveil sonnait plusieurs fois, je ne l'entendais pas. J'emmenais mes enfants à l'école, je ne sais pas par quel moyen et quelle force je trouvais, mais vraiment, ça a été très compliqué. Donc ça, c'est un symptôme d'encéphalopathie hépatique avancée. Hein. J'ai vécu ça, ça a été très très long pour m'en remettre. Aujourd'hui, j'ai encore quelques trous de mémoire par moment. Je peux commencer une phrase et ne plus savoir de quoi je parlais. Ça m'arrive assez peu d'être désorientée, mais ça peut encore m'arriver. Et oui, malheureusement pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un aménagement pour le passage de mes examens, parce que voilà. Des fois, je suis dans un endroit et je ne sais plus pourquoi je suis là. Un peu comme les gens qui auraient Alzheimer, vous voyez, dans l'état d'esprit. C'est pas Alzheimer, mais ça fait un peu penser à ça. Donc depuis 2019 que j'ai été reprise en charge dans cet hôpital public, je suis sous Cellcept. Le Cellcept est un traitement utilisé bien souvent chez les patients qui ont été greffés. Voilà, donc soit greffe du rein, c'est plus courant, et également greffe du foie ou maladie auto-immune du foie, si les autres traitements n'étaient pas supportés. On a essayé de me redonner du purinétol, mais j'ai pas supporté. En association avec d'autres traitements, j'ai fait une redécompensation assez sévère. Voilà. Le Cellcept a une liste de symptômes et d'effets secondaires assez impressionnante aussi. Honnêtement, je pourrais pas vous lire la liste, faudrait dérouler un parchemin. Donc en fait, je sais pas. J'ai des effets secondaires, je sais pas si c'est la cirrhose, je ne sais plus si c'est l'hépatite ou si c'est le traitement aujourd'hui. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires à ce traitement. Qui ne sont pas à nier non plus. J'ai toujours un suivi très poussé. Voilà, je n'ai plus de corticoïdes. Par contre, j'en ai eu à nouveau en 2019 pendant 2 ans, je crois, 3 ans presque. Voilà, à des doses dégressives et en association avec le Cellcept. Le Cellcept, c'est pareil, j'ai diminué progressivement les doses, surtout que je suis à risque de cancer. Donc du coup voilà, on m'a diminué vraiment les doses au minimum entre ce dont j'ai besoin et ce que mon corps peut supporter aujourd'hui. J'imagine qu'un foie qui est gravement malade, même si mon foie fonctionne quand même, j'ai un TP qui est dans la norme. Un TP, c'est un taux de prothrombine qui est un des indicateurs voilà, pour dire si le foie fonctionne bien en gros quoi. Pas seulement le foie, mais voilà.
Même si j'ai un TP qui est normal, je sens quand même que je digère beaucoup moins bien aujourd'hui. Si je mange un repas lourd, vous pouvez être sûr que l'après-midi, je vais dormir. Voilà, je n'ai plus du tout une vie comme avant. Voilà, il y a vraiment une rupture entre l'hépatite et le stade de cirrhose due à l'hépatite. Voilà. Ceci dit, je suis quand même sortie du parcours de greffe un an après, donc en 2020, et je n'y suis pas retournée depuis. Donc j'ai toujours une cirrhose auto-immune compensée. Je prie, pas tous les jours, mais je prie quand même pour que la cirrhose ne redécompense pas. Je crois pas que ce soit possible de vivre 30 ans avec une cirrhose non plus, surtout que j'ai aussi des problèmes avec l'alimentation, j'en reparlerai, mais voilà. Voilà en tout cas pour les traitements, et je pense que je vais faire une toute dernière vidéo sur la vie avec l'hépatite auto-immune, même si j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. J'aimerais peut-être repréciser certaines choses sur l'hépatite auto-immune. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a aidé, éclairé sur le sujet, si ça vous a éventuellement apporté du soutien. Je tiens surtout à vous préciser que je ne souhaite pas du tout vous faire peur avec les conséquences possibles d'un arrêt d'un traitement, mais c'est pour vous dire que vraiment le traitement est essentiel et ne faites pas la même erreur que moi en fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et j'enchaîne avec la vidéo sur vivre avec une hépatite auto-immune.